les Itata, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Giovanni et bienvenue dans Check One. Check One, c'est l'émission qui décrypte avec vous les sujets tech et entrepreneuriaux de Martinique et d'ailleurs. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet super excitant, d'un business qui pèse plus de 4000 milliards dans le monde et qui va continuer de grandir à mesure que les innovations technologiques voient le jour. Je veux bien sûr parler de l'e-commerce. Et pour m'accompagner sur ce sujet passionnant, je suis avec mon frérot Anthony. Anthony, comment ça va? Bah frérot, ça va et hâte de parler de ce sujet. Frère, génial. Et pour nous accompagner sur ce sujet, on est accompagné d'une vedette dans le monde de la Startup Nation en Martinique. Je vais bien sûr parler d'Alana Batoussi. Alan, comment ça va? Ça va super bien, Giovanni. Et toi? Ça va super. Hein. Le sujet te plaît? Il est passionnant. Génial, génial. Et sans plus attendre, nous allons passer à la partie décryptage. Acheter en ligne, commander en ligne, se faire livrer à la maison, ça a un nom, on appelle ça l'e-commerce. Anthony, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que l'e-commerce? Oui, alors l'e-commerce, c'est tout simplement le marché électronique, donc e-commerce. C'est justement le marché qui regroupe l'ensemble des transactions faites en ligne, tout simplement. Et du coup, on entend parler de boutiques en ligne, de click and collect. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tout ça? Oui, il y a une légère différence. Alors, l'e-commerce conventionnel, c'est juste le fait de commander et de se faire livrer chez soi. Là où le click and collect, c'est tout simplement nous passons notre transaction en ligne, mais nous venons récupérer dans un point donné. Alors, du coup, Alan, toi, tu es jeune start-upper, mais avant d'être start-upper, je suppose que tu as consommé et tu consommes toujours en ligne. Est-ce que ça fait partie intégrante de ton quotidien de consommer en ligne? Absolument, ne serait-ce que le cas concret de commander le midi ou le soir à manger, ça fait partie du e-commerce. Et dans la vie de tous les jours, bien entendu, pour se meubler, pour acheter des vêtements, on passe des commandes en ligne. Mais justement, toi, donc, dans ton œil vraiment start-upper, est-ce que tu penses qu'à terme, l'e-commerce va révolutionner l'industrie telle qu'on la connaît aujourd'hui, les grandes surfaces, etc. Est-ce que pour toi, l'e-commerce va supprimer ce mode de fonctionnement? Alors, l'e-commerce l'a déjà révolutionné, et on le verra notamment par rapport aux chiffres de croissance. Mais il faut savoir que le business physique versus traditionnel en ligne, est complémentaire. Donc aujourd'hui, une entreprise qui n'a pas de business en ligne aujourd'hui est carrément dépassée. Donc c'est pourquoi on encourage fortement nos clients à digitaliser leur offre commerciale le plus que possible. D'accord, d'accord. Alors justement, tu as parlé de chiffres. Ben, on va aller voir avec Anthony, justement, comment tu peux expliquer cette explosion de l'e-commerce en France? Alors déjà, nous allons voir les chiffres. En France, nous sommes en 2005, 8,4 milliards d'euros. Et en 2021, nous sommes à 129 milliards d'euros. Mais comment t'expliques cette hausse faramineuse? Alors déjà, le boom Internet, il faut en parler. Mais surtout, la montée en puissance des réseaux sociaux. Avec les réseaux sociaux, nous pouvons mieux promouvoir, nos produits. Nous pouvons interagir avec notre communauté. Elle peut avoir confiance en nous. Et donc, de ce fait, ça appuie l'e-commerce. Et du coup, toi, Alan, est-ce que toi, du coup, jeune actif du web, est-ce que tu ressens véritablement cette hausse de la montée de l'e-commerce? Toi, en tant que jeune start-upper, est-ce que tu vois que c'est en corrélation avec ces chiffres? On le voit par le pléthore d'offres de sites Internet qu'on nous propose aujourd'hui, sans nommer, mais dans tous les secteurs d'activité confondus, il y a un pléthore de sites Internet en ligne. Maintenant, de mon côté business, bien entendu, en ayant développé une boutique e-commerce durant le Covid, on voit absolument que c'est en corrélation. On voit que notre chiffre d'affaires évolue mois après mois. Mais justement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, aucun entrepreneur ne peut se lancer dans son activité sans ce volet web. C'est devenu incontournable, si je comprends bien. Aujourd'hui, c'est devenu incontournable, comme ne serait-ce que d'avoir des réseaux sociaux, tout simplement. Mais justement, les réseaux sociaux, est-ce que ça fait partie intégrante de l'e-commerce où il faut avoir le package, le site, l'optimisation SEO, la présence sur les médias sociaux, je veux parler de Facebook, Insta, enfin voilà. Est-ce qu'il faut avoir le package ou juste un outil numérique peut servir à développer son activité en ligne? Tout cela va dépendre de la maturité du commerçant. Il peut déjà commencer à avoir tout simplement des réseaux sociaux. Maintenant, on peut faire du social selling, c'est-à-dire vendre en ligne à travers ces plateformes, Facebook, Instagram et maintenant désormais TikTok. Donc, ne serait-ce que désormais passer par ces canaux-là, c'est déjà une bonne chose. Maintenant, si on est un peu plus aguerri, un peu plus averti en marketing digital, on peut développer différentes stratégies
pour développer son CA. D'accord. Et justement, pour aller plus loin sur ce sujet-là, est-ce que tu penses qu'en Martinique, on a vraiment acquis les bases de l'e-commerce? On est une population vieillissante, tu le sais. Juste, est-ce que pour toi, il faudrait éduquer les personnes un petit peu plus âgées aux outils numériques pour qu'elles consomment davantage en ligne? Ou est-ce que tu penses que cette transition va se faire naturellement comme elle a pu se faire dans d'autres pays, même en France hexagonale? Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose à faire ou au contraire? Aujourd'hui, de plus en plus de personnes utilisent leur téléphone portable. Donc aujourd'hui, cette acculturation-là au numérique est déjà en place. Maintenant, concernant les ventes en ligne, généralement, on accorde dans le milieu familial. Je prends mon exemple. Moi, souvent, je commande des choses pour ma mère jusqu'au moment où je lui montre comment faire et elle devient autonome pour, en la suite, passer ses propres commandes. D'accord, d'accord. Ben, du coup, Anthony, tu voulais nous expliquer quelque chose, je t'en prie, vas-y. Oui, tout simplement, ne serait-ce qu'en premier trimestre 2022, on voit que le e-commerce a progressé de 11,8%, ce qui représente quand même 32,5 milliards d'euros, ne serait-ce que pour ce premier trimestre, justement. D'accord, donc en gros, vous voulez me dire que l'e-commerce c'est un outil devenu indispensable pour la Oui, pérennité économique. et justement, 56% du chiffre d'affaires devient majoritaire, c'est du e-commerce en fait, tout simplement. D'accord, Donc d'accord, voilà, on commence à supplanter justement les business conventionnels, on va dire ça comme ça. d'accord. Alors Alan, je reviens vers toi. Le e-commerce a révolutionné une industrie, mais est-ce que pour toi, le e-commerce va aussi connaître lui-même une révolution? On a connu un petit peu la vague des dropshippers, donc rapidement, pour expliquer aux téléspectateurs, des personnes qui n'ont pas de produits chez eux, mais qui vont vendre des produits d'autres fournisseurs en rajoutant une marge. Et est-ce que selon toi, mais du coup ces pratiques un peu abusives, ne vont pas pousser à la modification du e-commerce tel qu'on le connaît aujourd'hui? Alors malheureusement, le dropshipping a tellement été surexploité et très malheureusement médiatisé négativement qu'aujourd'hui c'est difficile d'utiliser ce type de méthode aujourd'hui pour faire du business. Mais en tant que tel, le business du dropshipping, c'est vieux comme le monde, hein. Ne serait-ce que de proposer une boutique et de développer des ventes sans forcément avoir de stock physique. Il y a plein d'enseignes qui le font aujourd'hui, mais malheureusement, ça a malheureusement été médiatisé négativement auprès de notre population. D'accord, donc pour toi, le business model du e-commerce tel qu'il est là, encore de très beaux jours, il ne va pas connaître de révolution Le monde du significative. numérique bouge énormément. C'est difficile de prévoir, mais l'e-commerce a de beaux jours devant soi. Et plus spécifiquement en Martinique, comment toi tu verrais les choses à ce niveau-là? Est-ce qu'un jeune entrepreneur qui souhaite se lancer doit impérativement passer par l'e-commerce pour fonctionner? Tout va dépendre de son type de business qu'il propose. Alors, si c'est pour vendre des biens pardon, en ligne ou des services B2B, il peut utiliser des plateformes e-commerce, mais à mon avis, il a tout intérêt. Comme j'ai dit, aujourd'hui, tout passe en ligne. Car regardez maintenant, tous les services publics passent en ligne. Donc, pour développer des ventes, si on veut se consacrer essentiellement en ligne, on peut développer un business en ligne, comme moi je l'ai fait. Mais il faut avoir des bonnes stratégies à mettre en place pour pouvoir bien exceller dans ce domaine-là. Et justement, on a parlé vraiment du e-commerce donc dans la transaction, mais est-ce que ça peut, selon toi, c'est vraiment notre cible, mais est-ce que ça peut servir aussi à des associations, donc pas forcément dans un but lucratif, mais du coup fédérées sur des causes ou quoi? Est-ce que le e-commerce aussi peut contribuer à ce vecteur social, à aider ce côté social? Alors, quand tu me dis aider à ce vecteur social, est-ce que tu as des exemples bien précis? Non, alors un exemple tout bête, ce serait peut-être une association de football qui aurait besoin de Ok. dons et qui se servirait justement des outils numériques pour collecter des dons ou voilà ce genre de choses. Est-ce que pour toi, en Martinique, on peut se servir aussi du numérique à ses fins sociales? Eh bien, absolument. Alors, je prends l'exemple d'un club de foot. Effectivement, s'il veut, par exemple, il est à la recherche de sponsors ou il peut faire appel à une campagne de crowdfunding, donc de financement participatif, auprès de ses fans, des supporters. Et effectivement, il peut utiliser différents canaux mis en place en ligne pour collecter des fonds ou encore vendre des maillots ou plein d'autres choses. Mais effectivement, oui. D'accord, très bien. Alors, on a parlé en amont du coup du dropshipping et des dropshippers.
il y a eu certaines rumeurs qui disaient que des personnes se faisaient arnaquer, ne recevaient pas le produit ou le produit était défectueux. Et moi, j'ai une question, du coup, comment on fait pour se prémunir d'arnaques en ligne de personnes qui pourraient envoyer de faux produits ou des produits de mauvaise qualité tout en vantant le contraire sur le net, sur Facebook, Instagram? Comment on pourrait se prémunir de ces arnaques? Eh ben, déjà, de nos jours, Google a mis des outils en place pour ça. On peut prendre une photo et la coller directement dans le moteur de recherche pour savoir d'où elle provient. Et ça nous permet de savoir si ce produit vient d'un site référencé ou même d'un AliExpress ou un Alibaba. Donc pour le drop shipping, au moins ça nous permet de nous préserver. Et bien sûr, les réflexes que nous avons en général, regarder si le site est sécurisé, donc HTTPS, etc. Donc tout ça nous permettra de nous prémunir de ce genre de commandes. Et puis bien sûr, faire attention aux produits promus par des influenceuses ou influenceurs. D'accord, très bien. Eh bien, vous l'avez compris, le e-commerce connaît de très bons jours et à mesure que le temps passera, à mesure que ce marché grandira. Mais néanmoins, il faudra quand même faire attention. Et il y a des petits filous qui essaieront de faire les malins. Donc, on vous a donné quelques petites astuces pour vous prémunir de ces dommages. Et sans plus attendre, on passe au portrait de notre invité, Alana Batussi. Alana Batussi, jeune start-upper de Martinique, je suis ravi de te recevoir de nouveau. Partagé. Mais du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi? Moi, avant de parler du start-upper, j'aimerais vraiment savoir, c'est qui Alana Batussi? Tu as grandi où? Quelle école tu as fréquenté? Est-ce que tu avais des passions en dehors du numérique dans la vie? Parle-moi un petit peu de toi. Alors, Alana Batussi, j'ai 30 ans, bientôt 31, la semaine prochaine. Je suis issu du quartier de la Ménard, la cité de la Ménard. C'est là que j'ai grandi, toute mon enfance. Je suis allé à l'école, je suis mon collège à Juan-Nicolas, à Fort-de-France. Ensuite, je suis allé au lycée de Bellevue, où j'ai obtenu mon baccalauréat STG à l'époque. Maintenant, ça a changé. Et ensuite, j'ai poursuivi ma scolarité au lycée de la MEP en BTS Management des unités commerciales, MUC. Et ensuite, je suis parti au Canada, au Québec, pour faire une licence en marketing. Et j'ai passé 3 années et demie là-bas. J'ai kiffé, c'était super enrichissant. J'ai voulu sortir du cocon familial, de rester chez maman. J'ai voulu m'émanciper, être autonome, trouver ma propre école, trouver mon propre travail. Et ça m'a ouvert beaucoup les yeux sur l'entrepreneuriat. Alors, rapidement, tu as dit que tu es parti au Canada. Moi, j'aimerais savoir pourquoi. Est-ce que c'était une expérience, un challenge? Tu voulais te prouver que tu pouvais partir dans un pays totalement étranger et te prouver des choses? Ou est-ce que c'était par manque de formation? Il fallait absolument que tu ailles dans ce pays-là pour la formation que tu voulais. Est-ce que tu peux nous expliquer les circonstances de ton départ? Alors, ça aurait pu être par manque de formation, mais étant donné que j'ai étudié dans le management et le marketing, il y avait ce type de programme-là ici en Martinique. Sauf que je voulais vraiment sortir de la Martinique, voir autre chose. On dit que les voyages forment la jeunesse, et ça a été le cas. Et c'était vraiment pour m'émanciper et être autonome, vraiment. Me débrouiller et voler de mes propres ailes. Et du coup, tu as fait comme de nombreux jeunes Martiniquais, donc tu es parti, tu as pris un petit peu de matière, tu as vu une autre vision du monde et tu as fait le choix de revenir. Donc tu me disais hors antenne que tu étais revenu très jeune. Est-ce que tu peux m'expliquer le pourquoi tu n'es pas forcément resté là-bas, ce besoin de revenir? Est-ce que tu peux nous expliquer? Alors, diverses raisons. Premièrement, quand on est là-bas, c'est vrai qu'on n'a pas forcément de famille. Alors, de mon côté, j'avais juste un cousin qui était là-bas, mais on n'a pas. C'est vrai qu'il nous manque ce cocon familial quand même, même si on veut le quitter de manière temporaire. Mais le cocon familial, il est important dans différentes parties de la vie, de pouvoir compter sur sa famille dans différents moments. Et de mon point de vue, je suis revenu parce que, pour la vraie raison, pour être totalement transparent avec vous, c'est que quand je suis allé au Canada, il faut un permis étudiant et un visa de travail. Et j'ai pris énormément de temps à renouveler ces visas. Donc du coup, il fallait revenir au pays, mais étant conscient au départ que j'avais pris du temps à faire ces papiers-là, j'avais déjà un projet entrepreneurial que j'avais commencé à travailler dessus depuis 2014 et je suis revenu l'année d'après, en 2015, pour monter Illico, du coup. Justement, une question. En allant au Canada, Oui. est-ce que
l'expérience canadienne t'a stimulé au niveau entrepreneurial? Ça m'a énormément stimulé. Alors là-bas, c'est très multiculturel. On rencontre énormément de personnes. J'ai eu un énorme réseau là-bas. Jusqu'à maintenant, j'ai des amis qui sont de Côte d'Ivoire, de Suisse, de Belgique, bien entendu canadiens. Et du coup, j'ai toujours contact avec ces personnes-là. Et ça m'ouvre énormément de réseaux, peu importe dans le monde. Pareil, dernièrement, moi, ça me tient à cœur de voyager en Afrique. Et des amis que j'ai qui sont en Côte d'Ivoire m'ont dit, écoute, t'es le bienvenu à la maison, dès que tu veux, tu passes. Et tu vois, c'est bénéficier de ce réseau-là. En étant étudiant, je ne l'aurais jamais eu en fait. Et du coup, tu l'as dit, tu as fondé Ileco. Moi, j'aimerais savoir comment t'es venue cette idée, comment Ileco a vu le jour, ou comment ça s'est passé, la création d'Ileco? Alors, le constat est simple. Étant natif de Lille, étant passionné du numérique avant d'être spécialisé dedans, je recherchais différents business à entreprendre au pays. Donc, j'en avais plusieurs, j'en avais trois. Quand j'avais brainstormé, j'en avais trois. Mais il y avait un qui me semblait le plus pertinent en 2015, quand je suis revenu, c'était la dématérialisation des prospectus. Parce que je sais qu'on reçoit énormément de papiers en boîte aux lettres et la finalité est qu'ils finissent à la poubelle. Même si on le consulte, tôt ou tard, il finit à la poubelle. Et si on ne le consulte pas, il termine également à la poubelle. Et pour les enseignes, je sais qu'elles dépensent énormément de budget marketing pour toucher beaucoup de personnes, mais elles n'ont pas de retour tangible pour pouvoir mesurer le retour sur investissement de leur campagne. Donc, moi, étant dans le numérique, je sais que le numérique apporte pas mal de données, pas mal de data pour pouvoir analyser pas mal de choses. Donc, pour moi, ça faisait énormément de sens de proposer une solution à travers une application mobile, puisqu'il y a qu'à regarder aujourd'hui, le taux de pénétration du mobile, il est énorme. Tout le monde a un, voire deux téléphones portables au sein des ménages. Oui, clairement. Et d'ailleurs, tu dis quelque chose de très intéressant. Moi, je dirais même que tu es un petit peu un visionnaire, puisque en ce moment, on voit la loi anti-papier qui va sortir, je crois, en 2023. Alors, elle a pris effet en France le 1er septembre 2022 dans 15 villes de France et d'autres également le 1er janvier 2023. Et c'est en expérimentation pendant 3 ans. Donc, juste du 1er septembre 2022 jusqu'en 2025, le Sénat va regarder l'impact de la non-distribution des boîtes aux lettres numériques, quel est son impact sur l'environnement et également en prenant en compte l'emploi également. D'accord, mais Ileco, du coup, tombe à pic, il faut le dire, par rapport à cette loi. On a été précurseurs dessus, des débuts très difficiles puisque le paysage digital au pays n'était pas encore assez mature pour ça. Les annonceurs étaient très conservateurs du bon vieux papier, du bon vieux prospectus, mais au fil des années, elles ont quand même beaucoup pris conscience de l'importance du numérique pour leur boîte. Et de plus en plus d'enseignes recrutaient des chefs de projet, des responsables marketing, et du coup, on a été précurseurs dessus. Alors, tu es précurseur et tu as été récompensé pour ça. Tu as été quand même publié dans le journal Forbes. Est-ce que c'était pour toi une consécration? Est-ce que pour toi, tu t'es dit, c'est bon, je suis arrivé où je voulais, ou est-ce que tu as encore plus faim? En tant qu'entrepreneur, on n'en finit jamais d'apprendre, on veut toujours plus. Mais c'est déjà une bonne reconnaissance. On avait déjà pris une première prise de contact avec le magazine Forbes. C'est eux qui m'avaient appelé en 2018. Et ils me disaient que dans leur régie, de leur agence, ils avaient entendu parler de nous et qu'ils auraient bien faire un article sur nous parce qu'ils parlent beaucoup de licorne française, mais ils n'ont jamais mis en avant une start-up antillaise. Donc en 2018, c'était sur le magazine papier, et du coup en 2021, c'était sur l'article web, parce qu'il y a une nouveauté qui est l'arrêt total des prospectus. Donc du coup, comme j'ai dit, c'est vraiment une reconnaissance, puisque un magazine qui est assez reconnu mondialement, de France, qui m'avait appelé en septembre 2018 pour me dire, tiens, ce serait bien qu'on
quand on parle de votre startup, on trouve le concept super génial. Donc voilà. Mais toi, dans ta famille, dans ton entourage, qu'est-ce que ça fait d'être sur la Bible des entrepreneurs, hein, parce qu'on rêve tous Ouais, d'être... c'est On rêve ça. tous Qu'est-ce d'être- qu'on ressent? Voilà, qu'est-ce qu'on ressent? C'était quoi? Tu étais euphorique? Tu as été rationnel peut-être? Je sais pas. Est-ce que tu peux nous donner ton état d'esprit à ce moment-là? L'état d'esprit, alors, sincèrement, la première fois qu'ils m'ont contacté, franchement, je me suis même demandé ce que c'était pas une arnaque et tout. Et c'est après, quand ils m'ont dit, oui, il y aura la journaliste, il y aura le photographe et tout, que je me suis dit, ah, tiens, ouais, c'est vraiment sérieux et tout. Mais en termes quand l'article paraît, forcément, tu te sens, comment je peux dire ça? Tu vois que les efforts que tu as faits, il y a, de mon sens, il y a 7 ans en arrière, ont porté ses fruits. Et ça me donne encore plus d'énergie pour continuer dedans et également donner la force aux jeunes comme vous qui arrivent derrière. Parce que quand j'ai commencé à entreprendre, j'avais 24 ans, aujourd'hui j'en ai 30. Donc ça me fait super plaisir de donner cette force-là également aux jeunes et cette ambition aux jeunes. Et franchement, on te remercie pour ça. Ouais. Avec plaisir. Mais du coup, aujourd'hui, c'est quoi tes ambitions pour Ileco ou pour autre chose? Si tu es entrepreneur, je suppose que tu ne te fermes aucune barrière. En fait, tu ne mets aucune barrière, tu ne te fermes aucune porte. C'est quoi tes ambitions à terme en Martinique ou ailleurs? Est-ce que tu peux nous donner quelques éléments? Alors, on est présent en Martinique, en Guadeloupe et également en Guyane. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de marques qui nous font confiance pour digitaliser leur offre commerciale. Donc, on va accentuer. Là, on a recruté 2 nouvelles personnes en novembre 2022. Et on va accentuer notre présence sur le territoire guadeloupéen et guyanais. Et on veut justement se développer sous la Réunion, comme on dit, scaler notre business sous la Réunion. Donc, dupliquer ce qu'on fait aux Antilles sous le territoire de la Réunion. Et après, pourquoi pas développer sur un marché national. Et toujours dans cette ambition, développement Ileco. Parce que je sais qu'à un moment, tu as eu Ileco Shop, enfin, tu as essayé d'autres business models. Est-ce que du coup, c'était juste pour essayer ou tu prévois justement de créer un vrai hub autour d'Ileco? Alors, on a eu un pivot durant le Covid parce que c'était une opportunité, c'était de créer une boutique e-commerce. Donc du coup, on a créé Ileco Shop où on pouvait livrer en Martinique, en Guadeloupe, les courses à domicile on a livré pas mal grosso modo 3000 clients en Martinique durant le Covid. Et ça, c'était vraiment le pivot pendant la crise sanitaire. Mais notre métier de base, c'est vraiment la dématérialisation des prospectus. Et plus on se spécialise dedans, plus on devient expert dedans. Pour moi, c'est ce qui fait la réussite d'un entrepreneur. Bien entendu, on peut développer d'autres business. Ça, c'est autre chose. J'ai encore d'autres business en tête. Mais sur Ileco, c'est vraiment se spécialiser sur la dématérialisation de prospectus. Ça passe par différents cas d'usage, bien entendu. Et aujourd'hui, on va mettre autre chose que les prospectus, mais comme c'est pas encore sorti, donc on va pas encore communiquer dessus, mais on va communiquer sur autre chose que les prospectus à travers notre plateforme Ileco, puisqu'au final, on est une audience. On a une audience et on est considéré comme un média. Et justement, l'accueil dans la Caraïbe pour Ileco, comment on t'a accueilli? Justement, tu es en Guadeloupe, tu es en Guyane. Bon, du coup, comment ça s'est fait? Alors, dans les îles francophones ou les îles anglophones, alors j'ai travaillé pendant 2 parties. Premièrement, on a eu cette réflexion, pourquoi pas aussi dans la Caraïbe, les îles anglophones ou encore hispaniques. Hispanophones. Bon, ça, je sais pas. On s'est compris, il n'y a pas de souci. Voilà, ok. Et du coup, on s'est posé cette question-là, sauf qu'on s'est rendu compte, on a fait un postulat que nous, alors, on a un ancrage culturel au bon vieux papier. Là-bas, c'est pas tellement démocratisé les prospectus. Eux, ils fonctionnent beaucoup comme les Américains sous des coupons de réduction. Donc ça, c'est notre business model, ça, c'est autre chose. Donc ça reste toujours sur un coin de table où on peut demain matin adresser le marché caribéen. Mais aujourd'hui, il faut se concentrer sur ce sur quoi on excelle. Donc les Antilles, Guyane, comme j'ai dit, il y a encore des clients sur lesquels on n'a pas encore closé. On parle franchement, on parle business. Et du coup, on se concentre vraiment dessus depuis la loi climat, parce que ça nous renforce dans notre position. Et il y a, pour moi, en mon sens, aucun frein tangible pour que les anciens nous disent non, on ne met pas de catalogue en ligne. Ça fait énormément de sens. C'est vrai, c'est vrai.
Alors, du coup, moi, Alan, j'ai une dernière petite question. Si, bon, je suis jeune, hein, mais si encore plus jeune que moi venait te demander des conseils pour entreprendre en Martinique, quels conseils tu lui donnerais? Le premier conseil, déjà, de passer à l'action. De passer à l'action, de ne pas laisser l'argent être un frein. Moi, quand j'ai commencé, mais j'avais 24 ans, je finissais mes études, j'avais moins 20 000 euros de prêts étudiants que je devais rembourser. Quand on part au Canada, l'école n'est pas gratuite, elle est payante. Faut se nourrir, il C'est faut le se système loger. américain. Système nord-américain, donc voilà, donc c'est des brouillards. Et du coup, il ne faut pas se laisser abattre par l'aspect financier. Il y a toujours des moyens. Maintenant, en plus, en 2022, il y a énormément de moyens d'aide mis en place pour aider les jeunes entrepreneurs, les porteurs de projets. Il y a énormément de structures comme Martinique Tech, Martinique Digital, la French Tech, le Village BACA, la Coup Digital. Bref, il y a un pléthore d'organismes qui accompagnent les porteurs de projets. Donc déjà, premièrement, ils peuvent se rapprocher auprès de ces organismes, que ce soit dans le digital ou pas dans le digital. Ces organismes sont là pour aider justement les jeunes porteurs de projets. Oui, de toute façon, mais même Giovanni ainsi que moi-même, nous sommes membres de Martinique Digital, donc Voilà, voilà, c'est comme ça que nous avons commencé. c'est parfait. Eh bien, merci beaucoup, Alan, pour ton intervention. On aurait aimé discuter un petit peu plus longtemps. Le sujet était vraiment passionnant, mais l'émission touche à sa fin, les amis. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt pour un prochain numéro de Check One sur Zitata TV.